Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez particulier parce que, vous savez, depuis un certain moment, on entend parler d'intelligence artificielle par-ci, intelligence artificielle par-là, ça va révolutionner le monde, ça va changer ceci, tout le monde va perdre son boulot. En fait, euh, aujourd'hui, on a un épisode assez particulier parce qu'en fait, on va inviter une personne qui va nous expliquer concrètement ce qu'il fait, qui va nous donner un cas d'usage précis, concret de l'intelligence artificielle et nous permettre en fait de visualiser concrètement des cas d'usage en fait, qui doit nous permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender ce que c'est cet outil et qu'est-ce qu'on peut faire avec en fait, comment est-ce qu'on peut créer de la valeur à partir de ce genre d'outils. Et voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous propose de rester juste après le jingle et on se retrouve tout de suite. Oh yeah, yeah. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue au Hub. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Melvin Lawson. Je suis juste une personne très curieuse, passionnée d'innovation technologique. Et en fait, je me questionne beaucoup sur le monde. Je me demande où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va devenir en fait avec toutes ces innovations qui sortent les unes après les autres. Et chaque jour, ça ne s'arrête plus. Et si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, si ce sont des sujets qui vous piquent votre curiosité aussi, sur lesquels vous vous posez des questions, vous voulez savoir, vous ne comprenez pas trop, si ça, c'est des trucs qui vous intéressent, en fait, vous êtes vous êtes vraiment au bon endroit. Bienvenue au Hub. Prenez place. Et aujourd'hui, on a un épisode spécial, comme je disais, avec un invité qui va nous parler d'un outil assez intéressant. Sans plus tarder, hello LB. Bonjour Melvin, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, super. Bah, écoute, Super, plaisir super. d'être ici. Plaisir partagé. Écoute, merci déjà de nous faire l'honneur de nous accorder ce petit entretien, cette petite interview avec toi. Est-ce que tu pourrais déjà, dans un premier temps, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, bah alors moi je suis Elbis Kerminago, je suis d'origine béninoise. Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de se présenter, mais ouais, mon boulot c'est Machine Learning Engineer. Je suis Machine Learning Engineer. Voilà, je vivais en France jusqu'à il y a peu, actuellement un peu en Europe. Et voilà un peu ce que je peux dire. Très bien. C'est quoi un Machine Learning Engineer déjà? Parce qu'on entend beaucoup ce nom dernièrement, on entend beaucoup ce mot, mais il y en a sûrement dans les commentaires, dans le chat, qui ne savent pas exactement ce que c'est. Est-ce que tu pourrais rapidement nous décrire ce que c'est, un Machine Learning Engineer? Ok, bah déjà en fait je vais expliquer à peu près c'est quoi le machine learning et après expliquer c'est quoi la partie ingénieur. Je vais essayer d'être très concis. Le machine learning à la base, en gros, on sait tous que voilà, on sait tous ce que c'est que la programmation. Donc du coup on fait des algorithmes qui permettent en fait aux ordinateurs enfin, d'enchaîner une suite d'instructions. C'est un peu comme une recette de cuisine qui permet à l'utilisateur d'enchaîner une suite d'instructions. Et en fait, au fil du temps, on s'est dit, mais en fait, est-ce que les ordinateurs ne peuvent pas être plus intelligents eux-mêmes? Et donc, pour ça, il y a une nouvelle technique qui est sortie. Au lieu de lui envoyer la suite d'instructions, on lui envoie beaucoup de données sur comment ça s'est passé, quelque chose s'est passé. Et après, l'ordinateur lui-même va essayer de répondre. Donc, exemple, tout con, dans la description d'un chat, en algorithme, on peut dire, un chat, il a à peu près telle longueur de queue, ses yeux ont telle forme, la taille de ses moustaches, c'est telle chose. Enfin, bref, on peut dire ça. Et en gros, en machine learning, on va dire, OK, voilà des photos de chats. Ça, c'est des Ok. chats. Voilà des photos de non-chats. Et maintenant, tu vas identifier un chat quand je te présente une photo. Tu vas me dire si c'est un chat ou pas. Et donc, l'ordinateur tout seul, avec des opérations mathématiques qu'il aura pu faire, va pouvoir déterminer c'est quoi un chat. Et donc, c'est ça le machine learning à la base. Maintenant, le machine learning engineer, pour être plus simple, c'est en gros, dans la trend du machine learning, c'est quelque chose qui remonte à il y a longtemps, hein, depuis même les années 50, je crois. Et donc, en fait, à un moment, dans sa toute récente histoire, on avait ce qu'on appelait un data scientist qui était vraiment en charge
voilà, gérer les données, enfin un scientifique des données, donc c'est un peu un gars du laboratoire, sauf qu'il ne manipule pas des substances chimiques, mais il manipule la donnée. Donc il nettoie, il mélange et il essaye de faire un truc à la fin, genre un médicament, un truc qui est utile. Et en fait, au final, on s'est dit, mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a 80% des projets de data science qui finissaient à la poubelle. Et du coup, la réponse, enfin, l'adaptation de l'industrie par rapport à tout ça, c'est de se dire, bon, en fait, nous, on veut que les projets soient concrets, qu'ils soient déployés en production et qu'ils servent constamment. Et donc, pour ça, ils ont sorti une discipline qui s'appelle justement le Machine Learning Engineer. Donc, entre autres, si je prends par exemple une industrie, dans une industrie de base, hein, disons une industrie qui fait, hum, disons qui fait des boutons, disons ça. Donc, dans une industrie qui fait des boutons, on va avoir en matière première du plastique et puis il va y avoir plein de procédés qui vont faire ça avec des machines et des opérateurs un peu partout. Donc, il y a un ingénieur qui aura conçu une machine et qui saura à peu près en fait c'est quoi les différentes étapes et qui pourra maintenir, intervenir sur la machine et puis ajuster. C'est un peu ce rôle-là qu'on joue si on considère que l'ensemble du process, c'est le déploiement d'une solution machine learning ou IA, comme on aime le dire en général. Donc, moi, je suis plus le gars qui va venir, qui peut intervenir déjà au début et dire, en fait, voilà le besoin, le problème qu'on a, voilà tel type de machine, le type de machine qu'on peut construire. Et au fur et à mesure, en fait, essaie intervenir dans toutes les étapes du déploiement et à la fin, maintenir aussi l'application. Ok. Et si je peux reprendre rapidement, déjà le machine learning pour toi, c'est un peu la science par laquelle on permet à l'outil, à la machine d'identifier des objets, d'identifier des entités. C'est un peu ça. C'est bien ça que tu me dis si je me trompe. Oui, bon, pas exact. D'identifier, oui, on va dire ça. De prédire. En gros, le but de. On peut dire ça. On peut dire d'identifier, de reconnaître, de prédire. Ouais. Connaître. Ok. Ok. Et au final, c'est un peu comme avec un enfant, quoi. Un enfant qui découvre des choses pour la première fois, il voit un singe, tu l'emmènes au zoo, il voit un singe. Ah, ça, c'est un singe. Tu l'emmènes un peu plus loin dans le zoo, il voit des éléphants. Ça, c'est des éléphants. Ah, ils sont lourds, attention. Fait, tu lui expliques un peu les caractéristiques, quoi. C'est un peu ça, au final. C'est très exactement ça. J'ai un ancien tuteur qui disait d'ailleurs que c'est entraîner un algorithme de machine learning, c'est comme apprendre quelque chose à un enfant de 4 ans, entre autres. Ok, ok. Du coup, on n'est pas très loin de on n'est pas très loin de la réalité alors. Très bien. Et tu disais l'ingénieur machine learning, enfin le machine learning engineer, c'est celui qui va venir maintenant intervenir dans les différentes phases de cycle de vie. C'est ça, c'est les différentes phases de mise en production, pardon, de la machine. C'est ça, de l'outil. D'un produit machine learning. Donc, du coup, ça peut être, disons, juste un algorithme qui permet de faire de la détection de fraude. Mais du coup, en fait, est-ce que l'algorithme, si je le fais genre en mode dans mon laboratoire, je prends encore l'exemple de la chimie, je fais dans mon laboratoire un produit qui permet de détecter les fraudes, bon, de résoudre un problème, disons. Mais si je le fais, ça ne veut pas dire qu'il peut servir à la population, à la grande distribution. Il faut encore toute une sorte de process. Il faut pouvoir en fait déjà en fait faire une sorte de recette pour ça et puis faire s'arranger pour que ça rentre dans un procédé qui gère beaucoup qui permet de distribuer du grand nombre. Donc du coup, dans notre cas, en fait, c'est plus c'est en mode comment est-ce que nous on s'arrange derrière pour déployer un produit machine learning, donc du coup, exemple, détection de fraude. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que on mette dans une application qui tourne dans la vraie vie un algorithme qui permet d'identifier les fraudes dès qu'il y en a et du coup, l'application peut traiter derrière la suite, en fait, une fois l'identification faite. Très bien, très bien. Tout à l'heure, tu parlais du machine learning et tu as rapidement parlé d'intelligence artificielle. Tu disais qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait l'intelligence artificielle. Est-ce que pour toi, l'intelligence artificielle et le machine learning, c'est deux choses distinctes? Ou est-ce que c'est aujourd'hui un amalgame que les gens font en fait quand ils mélangent un peu toutes ces notions? Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de choses qui comprend le machine learning. Pour Ok, moi, l'intelligence artificielle, tu as du machine learning, tu as de la robotique, tu as plein de choses. Parce que il faut que ça tourne sur un truc. L'algorithme de machine learning, genre, faut,
tu veux construire un humanoïde, l'intelligence artificielle, l'algorithme de machine learning va tourner sur un support, par exemple. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est un ensemble, un grand ensemble. Le machine learning, c'est un sous-ensemble. Autrement dit, comment est-ce que cette intelligence-là apprend ou se constitue petit à Ok. petit. Et pour toi, quelles sont à peu près, rapidement, tu me diras, les autres disciplines qui viennent se compléter au machine learning pour, au final, créer une intelligence artificielle, en fait? Les autres, là, je me rappelle plus. Dans le cadre des humanoïdes, tu parlais rapidement de la robotique, mais est-ce Oui. que, en dehors du cas des humanoïdes, il y a d'autres cas que tu peux citer et tu nous donnes un peu les différentes compétences, les différentes disciplines pardon, qui viennent se compléter pour avoir le produit fini que nous, on va appeler communément intelligence artificielle. Ouais. Ok. Bah, en gros, je dirais que dans le pattern dont je me souviens, c'est que en gros, l'intelligence artificielle, c'est un gros ensemble. Dedans, tu vas avoir le machine learning. Dans le machine learning, tu vas avoir le deep learning. Dans le deep learning, tu vas avoir encore des cas plus spécifiques comme les LLM qu'on a aujourd'hui et ainsi de suite. Maintenant, pour le reste, je t'avoue que ça fait un moment que j'avais lu un ouvrage qui en parlait et ça fait un moment que je me suis renseigné dessus. Ok, ok, mais du coup, ça veut dire que pour toi, l'intelligence artificielle, c'est encore différent des LLM. Euh, En fait, l'intelligence artificielle, c'est la grande catégorie qui regroupe tout. Ok, Oui. En gros, ok, on- quand on va dire un algorithme de machine learning, on peut, par abus de langage, dire c'est une intelligence artificielle. En gros, une femme, on va dire par abus de langage que c'est un homme, tu vois. C'est un oui, homme grand H, ouais, tu vois. Donc, en fait, c'est ça, en fait. C'est au fur et à mesure. Et puis, un homme noir, c'est un homme, tu vois. Et ouais, enfin, c'est un peu ça. Tu as une grande catégorie qui est l'IA. Et dedans, tu as le machine learning. Donc, du coup, quand on dit le machine learning, c'est de l'intelligence artificielle, oui, c'est de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, ce n'est pas que le machine learning. très bien, très bien. L'intelligence artificielle, enfin, le machine learning, les LLM, tout ça, ce sont des sous-ensembles de tout ce que nous, on va englober et appeler intelligence artificielle. C'est bien ça. Très bien. Euh, à quel moment est-ce que toi, tu as commencé à t'intéresser à ça? Est-ce que tu savais déjà que c'est ce que tu voulais faire quand tu commençais tes études? Ou est-ce que c'est un peu par hasard ou par le biais d'une rencontre un peu fortuite que tu t'es intéressé à ça? Comment tu découvres ce monde, toi? Ben, en gros, ce qui se passe, c'est que à la base, depuis tout petit, je voulais faire ça. Depuis, ben, en gros, depuis tout petit, pas depuis tout petit, mais j'ai toujours été fan de technologie. Mais Ok, jusqu'au bac, je voulais être médecin. Et, ok. et au C'est bac, j'ai regardé les sujets. Pardon? c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mon frère. Genre, au bac, j'ai regardé au Bénin un peu Ok. et je me suis dit, oui, j'ai grandi au Bénin, fait 18 ans au Bénin avant de venir étudier en France. Ok. Et je me suis dit, mais en fait, frère, tu as sauté 2 classes et avec les grèves, là, tu vas reperdre les 2 classes que tu as sautées juste si tu passes normalement. Genre, j'ai regardé les grèves, je me suis dit, non, flemme, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas que mon avenir soit déterminé à l'avance par le pouvoir de ceux, enfin, par le pouvoir du système et non pas par ma compétence ou bien par ce que je suis capable de faire. Donc, du coup, je me suis dit, bah, on va se réorienter très rapidement et je me suis orienté vers l'ingénierie parce que c'était le truc le plus généraliste qu'il y avait. Et moi, j'ai toujours été généraliste dans mon cursus. Genre, j'avais pas de bête noire. C'est ce qui a fait que je me suis déjà lancé en ingénierie. Et quand je me suis lancé en ingénierie, j'ai fait une prépa. Là, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui m'intéressait, c'était les systèmes embarqués. Et Ok. donc, dans les systèmes embarqués, je me suis dit, ah, mais il faut que je fasse un truc comme ça, mais j'ai bien envie de coder aussi, j'ai bien envie de beaucoup développer derrière, même si on développe aussi un système embarqué. Euh, et voilà, c'est au fil de mes recherches que j'ai découvert un peu que je pouvais m'orienter en intelligence artificielle. Très bien. Tu as parlé, enfin, tu as mentionné les systèmes embarqués. Est-ce que tu peux rapidement, mais vraiment en quelques mots, expliquer à ceux qui nous suivent ce que c'est? Les systèmes embarqués, on va dire que c'est, comment expliquer ça simplement? Parfois, il y a des concepts.
tellement ça fait longtemps que tu connais, tu ne te demandes plus, ouais, comment est-ce qu'on explique ça? Les systèmes embarqués, on va dire que c'est un ensemble de composants électroniques, je vais dire, qui forment un système et qui sont utilisés pour, enfin, un ensemble qui est du coup utilisé pour une tâche bien précise et qui va donc servir le use case, enfin, qu'il veut. Un exemple de système embarqué, par exemple, c'est dans une voiture, je pense, le système d'infotainment, je pense que c'est un système embarqué. Le Donc, système, d'infotainment, je pense. En gros, ce qui te permet de faire le GPS, machin, et tout ça, jouer la musique et tout. C'est un système embarqué. Si je dois définir ça, je dirais que c'est un ensemble de composants électroniques qui est voué à accomplir une tâche et qui, du coup, s'insère dans un contexte encore un peu plus grand, quoi. on peut parler par exemple des télécommandes, peut-être. Les Des télécommandes aussi. télécommandes Ouais, de télévision, il y a pas mal de composantes électroniques ouais, dedans. ouais, Les bien. unités centrales, les PC. Si, si. Ok, très bien. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, tu as dû le remarquer. C'est Oui, un peu devenu une hype, on va dire. Aujourd'hui, il y a tous les deux, enfin, chaque heure, chaque minute, il y a une nouvelle startup qui sort, qui sort, qui propose un nouveau produit intelligence artificielle. On a l'impression que c'est un peu le keyword aujourd'hui, le buzzword, carrément. oui. Ton avis sur cette tendance aujourd'hui qui se crée déjà? C'est c'est de la merde, c'est de la merde. En gros, je sais pas. Après, moi, je suis pas forcément le gars le plus compétent de la terre. Moi, je veux être plus fort dans ce que je fais. Mais mmh, une chose, c'est que je dis ce que je pense de manière trash, quitte à me tromper. Et par rapport à ça, en fait, et puis ce n'est même pas moi qui l'invente ça. Si on regarde les statistiques de toutes les startups qui ont été créées, qui se vendent à coup de IA, il n'y en a pas beaucoup qui survivent. Déjà, il faut survivre en tant que startup, mais en fait, derrière, ça crée une trend. Et en fait, IA, au final, ça devient un buzzword pour vendre à des gens qui ne sont pas du domaine. Et donc, c'est quelque chose qui est utilisé pour, j'ai l'impression, vendre de mettre la poudre aux yeux ou à la face des normies, comme on aime les appeler souvent, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de connaissances dans le machine learning, le deep learning, tout ce genre de choses, en fait. Très bien. Euh, Aujourd'hui, tu as quelque chose à nous présenter. Tu as créé une application, toi, de ton côté. Oui, oui, bah, Deux, trois mots. bah, en gros, ouais, bah, en gros, déjà, je vais dire un peu d'où m'est venue la volonté ou ce désir-là de faire ça. Bon, en gros, moi, comme je disais, je suis machine learning engineer. J'ai envie de dire que c'est un métier de la data science qui, elle aussi, est un métier. Donc, en fait, dans la data science, tu vas avoir des data scientists. Bon, j'ai envie de dire, dans le big data ou bien dans la data, tu vas avoir les data scientists et data engineers. Mais tu vas avoir aussi les machine learning engineers, tu vas avoir les research engineers, tu vas avoir plein de trucs comme ça. Et en gros, chacun a un peu son domaine de prédilection. Par exemple, le research engineer, lui, va être plus dans la recherche de comment est-ce qu'on améliore un algo pour qu'il soit beaucoup plus performant. Le machine learning engineer, il est plus dans la mentalité de, bah, OK, on a un algo, comment est-ce qu'on le déploie en production pour qu'il puisse servir le grand nombre, pour qu'il soit plus concret. Et en gros, moi, vu que ça a toujours été ça mon truc, et que j'ai un background généraliste, comme je l'expliquais un peu plus tôt, je me suis dit, mais hmm, il faut que je comprenne, déjà à la base, il faut que je maîtrise en fait déjà comment on déploie un projet machine learning end-to-end. Et j'ai fait ça, j'ai pratiqué un peu les différentes parties qui me manquaient les 3 dernières années. Et après ça, je me suis dit, bah là maintenant, je sais faire, mais si je veux montrer à quelqu'un, si je veux que ça serve à quelque chose que je veux montrer à quelqu'un, la personne ne pourra pas voir ou je vais lui présenter quelque chose de pas, pas poli. C'est-à-dire, je vais faire ça avec mes outils dans un notebook, mais un notebook, c'est pas comme un site web. Le design, il est éclaté. Du coup, c'est pas joli, c'est pas beau, mais ça te sort le résultat. Donc, du coup, comment est-ce que tu fais pour sortir une application maintenant qui puisse être utilisable par des gens? Et je me suis dit, bah là, du coup, il faut essayer d'apprendre à développer.
Et pour ça, je voulais un cas d'usage concret. Et comme cas d'usage concret, comme j'aime beaucoup tout ce qui est autodétermination, se donner les moyens de faire ce qu'on a, et que en général, l'une des tâches qui est redondante dans ce process-là, c'est de justement, quand tu as un objectif, le découper en plusieurs tâches et justement avoir ta roadmap pour maintenant commencer à agir et rester motivé, avoir la visibilité sur ton objectif. Je me suis dit, vas-y, on va faire une petite application qui fait ça, c'est-à-dire qui prend un objectif et qui t'aide déjà à avoir un premier découpage en tâches pour avoir de la visibilité sur les étapes que tu peux enchaîner pour atteindre ton objectif. Et donc, c'est un peu ça, c'est un peu le contexte et du coup, l'application que j'ai créée pour l'instant. Ce n'est pas encore fini. Je vais continuer de bosser dessus, je vais maintenir ça. Pour l'instant, j'ai juste une version 1 et ouais, mais c'est assez sympathique, je trouve. Très bien, très bien. Est-ce que le besoin, tu l'as identifié, enfin, est-ce que c'était plus un besoin personnel déjà dans un premier temps, ou est-ce que c'est plus un besoin que tu avais déjà décelé chez les gens autour de toi, en observant un peu ton entourage, tu t'es dit, ah, en fait, si je faisais ça, ça allait aider telle personne ou telle personne, et là, tu t'es dit, vraiment, je vais mettre la main à la pâte, ou c'est vraiment un truc personnel, en fait. Bah, en gros, c'est d'abord un truc personnel, pour être Ok. totalement honnête. Parce que je voulais être plus skilled, comme je disais, je voulais développer, avoir la compétence de développer des applications. Parce que il y a un truc que un mec très connu dans la sphère machine learning l'a dit une fois, après que j'ai commencé ça, justement. Il disait AI needs UI. Il s'appelle Andrew Ng. C'est un gars qui enseigne beaucoup sur le machine learning. Et donc, il disait AI needs UI, ce qui est totalement vrai, parce que ceux qui font l'IA, ils n'ont aucun moyen de. Ce pas des gens qui ont appris à faire ça, à faire des UI. C'est des gars qui font des modèles. Parfois, même, ils ne font pas de back-end, c'est-à-dire ils ne savent pas faire des API et tout ça, gérer le trafic et tout. Donc, AI needs UI. Et donc, je me suis lancé dedans par rapport à ça. C'était pour avoir des skills. Et donc, je me suis dit, bah, déjà, je veux servir, je veux un truc qui me parle, qui ait du sens, qui puisse servir à des gens. Et au pire, si ça ne sert à personne, je le fais pour moi. Et donc, du coup, c'est dessus que je suis parti parce que je me suis dit à la fin, genre, chaque fois, je me répétais, au pire, si personne l'utilise, je le fais pour moi. Donc, quelque part, en fait, dans le cœur, je l'ai fait plus pour moi. Moi, c'est bon. Là, je suis arrivé où je voulais arriver. Si je continue, ce n'est plus. C'est plus pour Ok. les. Ouais. Très bien, très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, l'application, toi, te sert dans tes objectifs? Tu t'en sers un peu pour morceler, je vais dire, tes objectifs, morceler un peu ta trajectoire? Je l'ai utilisé un peu. Actuellement, je ne l'utilise pas parce que je suis dans une sorte d'engrenage. J'ai plein de trucs à faire. Donc, je suis dans une zone où je suis submergé par les tâches et qu'il y a toujours un truc à toucher. Mais je l'ai déjà utilisé. Ça m'est arrivé de l'utiliser. Et puis, quand tu développes, tu l'utilises forcément. Et je vais aussi encore plus l'utiliser une fois que j'aurai sorti la tête de l'eau parce que là, j'ai un peu la tête sous l'eau. Mais oui, non, très clairement, je prévois beaucoup l'utiliser. Très bien, très bien. Est-ce que est-ce que aujourd'hui tu as trouvé un nom pour cette application? Je n'ai pas trouvé de nom. Tu as trouvé le nom. Je n'ai pas trouvé de nom. J'appelle ça Goal Tracker. Mais on va peut-être faire appel à tes services. Je pensais à un nom à un moment. J'ai pensé à Hirumi. C'est un nom que j'apprécie beaucoup parce que dans Hunter Center. Et, et j'ai regardé la définition. Ça voulait dire exister en tant que personne, exister en tant qu'être. Alors que Haruka, ça voulait dire exister en tant qu'objet. Donc, du coup, j'aime beaucoup cette idée de j'existe en fait. Genre, pour moi, en fait, j'existe, je vis. Je ne survis pas. Je ne suis pas un tool du système ou de qui que ce soit. Je kiffe mon passage sur Terre. Après, je m'en vais, tu vois. Donc, je ne sais pas, j'y ai pensé, mais ce n'est pas assis. Ok, très bien, très bien. Ok, donc en gros, cette application, si on veut récapituler rapidement, en fait, toi, tu t'es mis dessus pour développer tes compétences parce que tu voulais apprendre comment utiliser l'intelligence artificielle, pardon, à des fins concrètes, à vraiment utiliser. Mais moi, j'ai une petite question, c'est aujourd'hui, cette application que tu as créée, qui Ouais. permet, tu vous feras peut-être une petite démo tout à l'heure, qu'est-ce qui différencie ton application d'un chat GPT, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, avec des modèles comme
ChatGPT 4O ou O1, que je suis sûr que tu connais, Bien sûr. on peut très bien dire à l'intelligence artificielle, j'ai tel objectif, crée-moi un programme, peu importe la forme. Je pourrais lui dire, fais-moi le programme dans un modèle PDF, fais-moi ça dans un Excel avec des dates, des timestamps, des timelines, pardon. Je pourrais bien faire ça. Je pourrais lui dire, voici ce que je veux, crée-moi un programme, crée-moi des étapes A, B, C pour arriver à tel objectif, ou crée-moi carrément une routine. Crée-moi une routine qui, si je la fais chaque jour, me permettra d'atteindre cet objectif que je me suis fixé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie, toi, ton application, ton logiciel de ça, en fait? Ok, je vais te prendre deux exemples. Le premier exemple, je vais te prendre une application classique de méditation. Une application de méditation, je pense, je ne sais pas exactement. Ça fait très longtemps que j'ai utilisé mon petit bambou. Du coup, mes souvenirs sont très fuzzy. Mais en gros, je pense qu'une application de méditation, ça va te faire quoi? Ça va t'envoyer de la musique pour te relaxer, ça va te donner des conseils sur la respiration, sur pas mal de petits trucs et puis t'aider à faire des séances de méditation en soi. Quand je te dis la vérité, si tu es concentré, tu te lèves, tu vas sur YouTube, tu t'assois, tu fais ton truc. Si tu Oui, sais pas comment faire, tu cherches sur Google et il te montre comment faire, tu fais ton truc. En gros, une application, c'est ça vient faciliter juste un process. Une application, pour moi, ça vient juste faciliter un process. C'est quelque chose de ciblé et ça te permet de faciliter un process qui est ciblé. Et du coup, ça apporte des solutions qui viennent entrer dans cet élan de facilitation. oui. Moi, mon modèle va être, enfin, mon application, elle va faire des appels aussi au LLM, donc du coup de OpenAI et tout ça. Mais du coup, derrière, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que quand l'utilisateur il va se connecter à l'application, quand il va vouloir définir un objectif, il va juste définir. Déjà, il y a un cadre qui va être posé pour définir un objectif, dire ce que je veux faire, dire pourquoi je veux le faire, dire quand je veux le faire. Bon, ça permet déjà, une fois, de structurer ce que l'utilisateur il veut faire. Et ensuite, dans un second temps, et un truc qui est intéressant, c'est que dans la manière dont je traite ça, dans mon prompt engineering, je vais essayer, en fait, à chaque fois que je veux donner un objet, enfin, déjà au début, l'utilisateur, quand il vient dans l'application, on essaye de prendre, il y a une sorte d'onboarding où on prend des informations par rapport à lui. Donc, du coup, chaque fois, on lui pose des questions, des petites questions pour savoir à peu près c'est quoi son profil comportemental, on va dire, histoire de savoir comment est-ce qu'on peut peut-être mieux l'aider. Parce que la manière dont toi, Melvin, tu vas découper tes objectifs, ça ne va pas forcément être la même manière que moi, je couperai mes objectifs pour être le plus efficient possible. C'est sûr. Donc, du coup, le but, en fait, c'est justement d'arriver à poser ces questions-là, quelques questions pour savoir un peu c'est quoi la vision de la personne, c'est quoi son profil comportemental et tout ça. Et à chaque fois qu'il définit un objectif, on aligne l'objectif avec sa vision et en fonction de son profil, on définit les tâches qu'il peut avoir ou bien le découpage des tâches qu'on peut lui faire. Donc, pour moi, en fait, c'est un peu la différence que ça vient faire aujourd'hui, cette application-là, pour Très l'instant. bien. Très bien, très bien. Donc, en gros, si je récapitule un peu sur ce que tu dis, juste pour ceux qui nous suivent, euh, finalement, une application, la réponse se trouve dans le nom lui-même. C'est une application d'une certaine technologie dans un cadre concret, dans un cadre précis. Ça permet d'éviter aux utilisateurs de tergiverser, de se poser énormément de questions. Comment je peux faire ceci? Comment faire ceci? Comment faire cela? Et ça le permet de... C'est ça, de faire gagner du temps, en fait, au final, dans la recherche. Clair. Bah, en fait, c'est ça. En gros, si on veut, l'application, c'est une simplification. Et tout système qui simplifie quelque chose est complexe en lui-même. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est compliqué de faire une application. Mais à la fin, une très bonne application, c'est une application qui est ultra simple à utiliser. Donc, du coup, l'utilisateur, il vient, c'est intuitif, c'est facile à utiliser et le résultat est correct. Tu vois, donc, du coup, c'est un peu ça. C'est ça, en fait. C'est juste ça, une application pour moi. Très bien, très bien. Euh, Est-ce que tu pourrais, est-ce que tu as l'outil là actuellement aujourd'hui, que tu pourrais nous faire une petite présentation, comment ça fonctionne ton outil?
Oui, je peux faire une petite présentation. On mettra le lien dans la description pour ceux qui aimeraient tester, ceux qui aimeraient utiliser un peu. Et on est chaud d'avoir un peu vos retours aussi. Vous n'hésitez pas à Avec nous dire. plaisir. Voilà, très bien. Elbi, je te laisse nous présenter. Ok, vas-y, je fais ça tout de suite. Là, normalement, vous voyez mon écran. Oui. Du coup, bon, j'ai fait une petite page login. Tu peux login ou tu peux tu peux sign up. Je ne sais pas s'il faut que je montre le sign up. Je vais montrer un truc simple là-bas. Après, on verra si je deep dive dans le sign up ou pas. Okay. Mais en gros, moi, je vais m'enregistrer. Je fais un login avec Google. Mon compte Google est déjà renseigné dans le navigateur, donc du coup, ça, il va rapidement. Mais où est-ce que je fais ça en navigation privée? Bon. Visiblement, ce compte-là n'est pas encore... En gros, ce qu'il faut dire, c'est que dans mon process, pour expliquer, dans mon process de développement, j'utilisais plusieurs comptes et puis parfois, ça m'arrivait de supprimer un compte de l'application pour pouvoir tester de nouvelles choses. Et puis, ce compte-ci, visiblement, je l'ai supprimé. Donc, là, en date, il n'est pas dans le système. Donc là, ça nous lance dans l'onboarding. Du coup, je vais présenter l'onboarding. Je ne sais pas si on voit très bien. Sinon, je peux essayer. Non, mais là, on voit bien. Hein. Mais OK, oui, là, on voit encore mieux. OK. Bah, en gros, comment ça marche? Tu fais ton profil, build your profile, answer a few questions to help us understand your personality and preferences. Set your goals. Define clear, actionable goals with guided process. And track progress. So, c'est un peu une explication simplifiée de ce que ça fait. Et du coup, quand tu arrives, ça te demande ton nom, pardon. Du coup, tu tapes et du coup, tu remplis un peu quelques questions. Donc, la première, par exemple, c'est when faced with new ideas or challenge, how likely are you to explore them enthusiastically? Il faut savoir que le choix des questions, j'ai essayé de le baser sur des théories comportementales. Donc, je pense qu'on appelle ça Big Five, je ne sais plus, Big Five Personalities. Et en gros, il y a 5 aspects de la personnalité qui permettent de définir un profil comportemental. Je vois de quoi tu parles. C'est MST, MSTG, MSTF ou un truc comme ça. Je ne me rappelle plus exactement les noms. Non, pas exactement, pas ça. Ça, c'est encore un autre. Ça, c'est le Myers-Briggs ou un truc comme ça. ENFP-A, ENFP-T, ce genre de choses. Oui. Non, en fait, ça, là, dans ce test-là, tu as 16 personnalités. Et Okay. pour avoir les résultats de ce test, je ne sais pas si tu t'es amusé à le faire une fois, tu as beaucoup, beaucoup de questions. Oui, oui. En une application, tu n'as pas le temps de perdre l'utilisateur. Donc, du coup, je me suis dit, bah, on va partir sur un truc simple. Et en gros, c'est plus 5 aspects, openness, plein de trucs. Je ne me rappelle plus les 4 autres. Mais en gros, il y a 5 questions qui permettent un peu de jauger vite fait dessus sur les 5 aspects-là. Et du coup, établir un pré-profil. Après, ça, c'est une étape qui pourrait être étudiée. Et puis, de toute manière, le profil comportemental, c'est comme les hommes. Hein. On ne sait pas c'est quoi le profil de quelqu'un juste en lui parlant. Ça peut dépendre de son humeur. Aujourd'hui, il te dit oui, demain, il t'aurait dit non. Donc, on ne sait pas. Donc, c'est quelque chose qui va s'affiner au fil du temps. Mais voilà, en gros, on a des questions. How often do you plan your task in advance and stick to your plans? Donc là, je vais répondre un peu au pif pour essayer d'avancer. Et à la fin des 5 questions, on a 2 questions. Une qui veut savoir, en fait, c'est quoi les intérêts, les causes qui te passionnent. Donc moi, je vais mettre autodétermination. And, disons, content creation. Donc, je mets ça. Et on me dit c'est quoi le long term goal que tu veux atteindre. Ça, c'est l'objectif qui va être morcelé maintenant. Même pas encore. Même pas encore. Non, okay. Là, c'est en tant que personne, c'est quoi ta plus profonde aspiration? Autrement dit, c'est un peu ça. C'est dans 20 ans, qu'est-ce que tu veux faire?
tu veux être qui à cette période-là. Et genre, je vais dire a man rich in experiences and relationships. Ok. Donc, je mets ça. Et il faut savoir que le plus on est précis à n'importe quel endroit, le mieux c'est. Ok. Donc, j'envoie. Et quand j'envoie, ça valide le profil. En validant le profil, ce que ça va faire, c'est exactement ce que je disais, c'est ça va construire en fait le profil comportemental. Donc, ça va faire, ah voilà, en fait, ce mec, il est un peu comme ça. Voilà à peu près ce qu'il aime et tout. Et voilà un peu comment est-ce qu'on pourrait l'aider à atteindre ses objectifs, machin, machin. Bon. C'est ce que ça va faire. Une fois que c'est fait, c'est bon. Et là, on va se lancer dans la rédaction du premier goal, du premier objectif. On se lance, on écrit c'est quoi ton objectif. Donc là, peut-être, je peux dire bon, je vais dire un truc simple. Succeed to my next ML engineer interview. No, job interview. Voilà. Donc, job interview. Next, why is this goal important to you? Because I want to have options for my dream company. Options as leverage. Donc, je mets ça et j'envoie. Ça me dit maintenant, pour quand est-ce que tu veux atteindre cet objectif? Moins d'un mois. Et quand j'envoie ça, du coup, il va essayer de me valider mon objectif. Donc, valider l'objectif, en gros, c'est quoi? Nous, en école d'ingénieur, on a vu qu'un objectif, c'est un objectif SMART. Un bon objectif, c'est un objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, etc. Et donc, Est-ce que tu peux juste expliquer un peu le SMART pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas à peu près ce que c'est? Peut-être entre nous, c'est évident, mais... Ok. Bah, en gros, un objectif SMART, c'est un objectif qui est ultra précis sur plusieurs zones. Donc, ultra précis, spécifique, donc c'est concis, donc c'est ce que tu veux concrètement, c'est pas vague en mode je veux courir, Non, tu veux courir, tu veux courir combien de kilomètres par exemple, ça c'est quelque chose de spécifique, un peu plus spécifique. Tu veux courir, est-ce que tu veux courir, tu veux améliorer ta vitesse, tu veux améliorer ton endurance, machin, il y a pas mal de choses. Donc, en gros, spécifique, mesurable. Donc, c'est un peu les 5 km là que je disais tout à l'heure. Donc, il faut qu'on soit capable de quantifier l'objectif. Atteignable. Il faut que, je ne sais plus, je fais souvent la confusion entre atteignable et réalisable. Là, c'est bien atteignable. Et le R, c'est réaliste. R, c'est réaliste. Oui, non, je sais que c'est atteignable, mais comment est-ce que j'explique atteignable? Je fais souvent la confusion entre atteignable et genre en mode quelque chose qui est atteignable, c'est quelque chose qui est réaliste. Du coup, c'est quoi la différence? C'est vrai qu'il y a une confusion entre les deux, effectivement. Ouais, oui. Un petit truc. Mais en gros, atteignable, je pense en tout cas qu'il y a ça veut dire en gros, est-ce que dans ton contexte, tu as les ressources pour y aller, je pense, et que l'autre veut dire en fait, est-ce que c'est vraiment c'est faisable, tu vois, est-ce que c'est vraiment réaliste? Et le T, c'est le temporellement défini. Ok, très bien. Du coup, le quand. Donc, pour le coup, ici, j'avais défini mon objectif tout à l'heure. Pour rappeler vite fait, c'est voilà, je veux réussir mon prochain entretien pour pouvoir avoir des options pour avoir l'entreprise que je veux. Et donc, ce qu'eux, ils m'ont validé, c'est préparer et réussir mon prochain job, mon prochain interview en tant que machine learning engineer en un mois, en codant des problèmes et
by practicing, en m'entraînant sur les coding, sur les problèmes de code et sur les questions comportementales, avec pour but de sécuriser au moins une offre d'emploi et enhance my career options. Améliorer, on va dire ça comme ça, mes options de carrière pour la compagnie que je vise, la compagnie de mes rêves, on va dire. Donc, cet objectif-là, je peux soit l'éditer, soit ne pas l'éditer et continuer. Donc, si je fais éditer, je peux mettre iOS juste pour montrer que ça marche. Et après, je fais continuer. Une fois que je fais continuer, là, maintenant, ça va tourner. Et en gros, ce que ça va faire là, le validating your goal, c'est pas forcément bien expliqué. C'est quelque chose, par exemple, sur lequel il faut que je repasse. Mais en gros, ça va maintenant faire le plan. Ça va faire le comment. En gros, une manière toute simple encore de définir mon application, c'est de se dire qu'on a un objectif. Tu sais, en école d'ingénieur, on avait un peu une méthode qui s'appelait le PPO. Non, QOQCCP. Oui. Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et combien. Et en gros, quand tu prends toutes ces questions-là par rapport à un sujet ou à un objectif ou à un projet en général, là, mon objectif là, a été créé. Mais je finis ma petite explication. Quand tu prends toutes ces questions-là par rapport à un projet, le qui, on le sait, enfin, par rapport à ton objectif, le qui, on le sait. Le quoi, tu sais, c'est ça l'objectif. Le pourquoi, on l'a demandé un peu plus tôt. Donc, c'est derrière, c'est ce qui te permet de t'y accrocher. Le quand, on l'a demandé aussi. Le où, on s'en fout un peu. En général, c'est dans l'objectif. En général, il n'y a pas de où. On s'en fout un peu. Le combien, c'est les ressources que tu as actuellement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'intègre parce que dans ce que je demande, peut-être que tu sais, si quelqu'un sait courir déjà 5 km en 6 minutes et qu'il demande un plan pour un marathon, le modèle sur l'application sait qu'il sait courir 5 km en 6 minutes, enfin 6 minutes par kilomètre, genre 30 minutes, disons. 5 km en 30 minutes, elle ne va pas faire le même programme que si elle ne sait pas s'il sait courir ou pas, ou que si elle sait qu'il sait courir 2 km en 20 minutes. Quoi. Ça permet d'affiner un peu le résultat. Ça permet d'affiner un peu, d'ajuster le résultat en fonction de la personne en face. Exactement. Et donc, il faut que je rajoute ça après. Pour l'instant, ce n'est pas encore là. Mais en gros, la seule question qui n'est pas répondue dans le QQ au QCCP, là, c'est le comment. Quand tu as un objectif, juste avec ton objectif, tu ne sais pas comment atteindre ça. Et en fait, c'est la réponse que vient donner mon application, c'est comment est-ce que tu atteins l'objectif que tu as, en te posant déjà des questions qui permettent d'ajuster un peu dans quelle direction on va partir. Et donc, du coup, le comment là se décline sous forme d'un plan avec des macro-étapes et des tâches. Et donc là, c'est fini. Un dashboard. Et là, par exemple, ça, c'est l'objectif qu'on a créé. Bon, niveau deadline, pour la date, on n'est pas bon du tout, mais c'est un truc qu'il faut corriger. Ce n'est pas très compliqué à faire. Quand je clique dessus, en gros, j'ai l'objectif et j'ai la description de l'objectif. Et une fois que j'ai tout ça, là, on a les macro-étapes, comme je disais. Je clique sur une macro-étape et j'ai les différentes tâches qu'on a. Donc, Behavioral Interview Preparation, Draft, Star Responses. Star Responses, c'est un truc qu'on met aux entretiens. Ça peut être même une information utile pour les personnes qui nous regardent. En gros, si je me rappelle bien, STAR, ça veut dire situation, task, action, result. En gros, quand on te pose une question, il faut que c'est quelque chose qui est très commun aux GAFAM, cette manière de répondre là. Donc, dans les guides de préparation de réponse aux interviews des GAFAM, tu as le STAR et en gros, tu dis la situation qui s'est posée, la tâche, l'action que tu as eu à accomplir et le résultat. Très bien. Et donc, du coup, ça, voilà, une fois que tu as réussi que tu as
Tu as drafté tes stars, tes réponses en mode star, tu cliques, ça part, identifie tes expériences clés, tu cliques, tu pratiques des mock interviews, donc c'est faire des examens blancs, faire des entretiens blancs, tu cliques. Il faut savoir que quand tu finis de cliquer partout, en fait, ça passe, ça valide un peu la macro tâche. Et quelque part aussi, tu as un progrès qui est traqué sur l'avancement de tes tâches pour le dit objectif. Ok. Donc ça, c'est un peu la feature principale qu'on a. Et ouais, si je dois présenter autre chose rapidement, ce serait le dashboard. On voit pas, attention. Là. Ce serait le dashboard. Le dashboard. Et donc le dashboard, c'est un peu, c'est censé être la première page qu'on a dès qu'on arrive sur le site. Pour l'instant, ce n'est pas ça, parce qu'il y a eu des ajustements qui ont été faits, mais ça va l'être. Et en gros, ce dashboard-là, l'objectif pour moi, c'était d'avoir une interface où l'utilisateur, dès qu'il arrive, il est ce dont il a besoin pour les objectifs qu'il a déjà lancés. Et donc, du coup, avoir des motivations faites sur mesure. Là, on a juste une boucle, mais normalement, avec le profil de la personne, et puis peut-être les objectifs qu'il veut accomplir, avoir des quotes qui s'ajustent en fonction de tout ça et qui lui donnent la motivation, qui lui parle à lui, Ouais. personnellement. La première fois que j'ai vu ce genre de bande là avec des quotes qui te motivaient un peu par rapport au travail, par rapport aux choses, c'était ClickUp. Je ne sais pas si tu connais l'application ClickUp. ClickUp, oui. C'est un espace de travail collaboratif. Et Oui. justement, quand tu refresh la page, tu as toujours un nouveau code qui apparaît. Et ils sont Ah ouais? assez. Oui, c'est la première fois que j'ai vu ça. C'était assez percutant, hein, parce que quand tu vois ça, tu te dis, ah, mais en fait, il y a des gens qui pensent à des tout petits détails, tu vois. Et je trouve ça intéressant quand même que tu aies intégré ça à ton Ouais. outil. Bah, moi, si j'avais vu des applications un temps qui faisaient ça, je ne sais plus quand, mais en 2023, je crois, mais je ne sais plus laquelle des applications. Mais je me suis dit, bah, quelqu'un qui vient sur une application, en fait, qu'est-ce que tu vends? En fait, il y a un gros travail, il y a beaucoup de gros travaux. Ça ne se voit pas quand on fait une application, mais mon expérience m'a fait comprendre que franchement, une application qui marche et qui met l'utilisateur au centre, c'est vraiment un travail titanesque. On ne s'en rend pas compte. Enfin, après, moi, je l'ai fait tout seul. Mais ce n'est pas pour rien que pour les applications, il y a des grosses teams. Exemple, Tinder. Tinder, tu vas avoir pas beaucoup de fonctionnalités. La fonction principale, c'est tu swipes, tu matches, tu parles. Et pas plus que ça. Mais derrière, oui, certes, ils vont essayer de te faire matcher avec les personnes les plus pertinentes. Après, il y a comment est-ce qu'ils en sont arrivés au swipe? Pourquoi ils en sont arrivés au swipe? Pourquoi est-ce que c'est aussi simple de matcher? C'est toutes ces questions-là, en fait. Et pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas toutes les informations de l'utilisateur, ils mettent juste la photo et que si tu es intéressé, tu regardes plus, tu vois? Pourquoi ils mettent juste la photo et le nom et peut-être un métier? Tu vois, en fait, il y a plein de petites questions sur comment est-ce qu'on est le plus accessible à l'utilisateur? Comment est-ce qu'on rend l'utilisation la plus simple possible à l'utilisateur? Et c'est ça qui fait la grosse différence. Et puis, c'est quelque chose dont tu te rends compte juste quand tu commences à construire et que tu te frottes à tout ça. Et malheureusement, les gens ne le voient pas derrière, les gens ne peuvent pas l'imaginer, quoi. Ouais, j'imagine. Mais ouais, du coup, c'est un peu ce que j'ai fait. Ici, on a un module de priorisation. C'est pas encore léché, mais on a un petit début. En gros, les tâches avec le drapeau rouge, c'est les tâches les plus prio. Je vais faire View All Tasks. En fait, on a une idée enfin, on a la visibilité sur l'ensemble des tâches de l'utilisateur. On peut même rechercher, genre filtrer un peu, update par exemple. Et donc, en gros, on a toutes les tâches. Et quand on clique en dessous, on sait c'est quoi la durée approximative de la tâche. On sait c'est quoi la description de la tâche. Et c'est quoi l'objectif qui est caché derrière. Parce qu'un utilisateur peut avoir plusieurs objectifs. Et donc, du coup, ces tâches-là seront rangées là. Et puis, en fonction de ces objectifs, la deadline qui s'est fixée pour les objectifs, on va prioriser. La priorisation est faite en fonction
urgence, nécessité, simplicité de la tâche, la complexité. Donc, c'est en fonction de ces 3 paramètres-là qui sont calculés dès le début, dès que l'objectif est créé, qu'on va maintenant venir prioriser un peu les différentes tâches qu'on peut avoir. Ok, très bien. Mais les tâches, elles n'ont pas de deadline. Parce que j'ai vu que tu as mis une durée par tâche. Tu as mis une durée par tâche, mais si l'utilisateur, il met, moi, j'aimerais atteindre cet objectif dans 1 mois, normalement, les tâches, elles devraient, enfin, je me dis, tu me diras ce que tu en penses, mais elles devraient peut-être avoir des deadlines, non? Ça, ce serait un peu plus complexe à faire et je pense que ce serait peut-être un peu plus stressant. Dans le sens où, dans l'idée, l'objectif non plus n'est pas non plus de rester sur le dos du gars tout le temps et lui dire ouais, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Peut-être que c'est un objectif pour être plus bon au foot et que le foot il joue que les samedis, tu vois. Et que juste il a mis cet objectif, mais dans la semaine, il a d'autres choses à faire. Donc je me suis dit, bah, le but, c'est qu'on laisse l'utilisateur gérer ses tâches, lui faire des rappels souvent, le motiver aussi à faire ces trucs et plus garder une deadline par objectif. Ok. Ouais. Après, ce que tu dis est peut-être pertinent. Moi, je pense que le plus utile, enfin le plus utile, la manière de faire, c'est d'écouter le marché. Du coup, si les utilisateurs, la majorité d'entre eux, me disent, bah non, nous on veut un truc qui nous dit quand est-ce qu'on doit faire la tâche, je vais le faire. Ok, ok, très bien. Très bien, Ouais, très bien. Très belle approche. c'est un peu ça. Très bien. Est-ce que, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu le parcours pour arriver à construire une telle application? C'est quoi le parcours pour faire ce genre d'application? Parce qu'aujourd'hui, Ouais, aujourd'hui, on a tout plein d'intelligence artificielle qui nous sont vendues, oui, mais c'est une technologie. Aujourd'hui, l'idée, c'est plus, ce qui serait mieux, c'est peut-être d'utiliser cette technologie à des fins concrètes. Comme je disais au début, clair. un jeune qui aujourd'hui veut créer son application, quelles sont les étapes ou les outils qu'il devrait pouvoir utiliser pour y arriver? Je suis en train de réfléchir à est-ce que j'avais fait un article dessus sur LinkedIn ou pas, sur le comment. Et parce que je pense que j'ai documenté ça dans mes notes. J'ai pas envie de parler dans le vent. Mais je vais voir. Ou peut-être que je vais faire ça et puis après, peut-être je vais parler juste et puis après, je vais montrer. Mais en gros, pour faire une application, je pense que tout devient plus simple quand tout est clair dans ta tête. Mais quand je dis tout est clair dans ta tête, ce n'est pas le j'ai une idée. Et je pense que je peux faire ça. Et après, on peut faire ça. Et après, on peut faire ça. Non, c'est pas des on peut. Non, c'est clair. L'IHM sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sûr. IHM, c'est interface homme-machine. L'interface homme-machine, autrement dit, l'interface utilisateur, si on veut, elle sera comme ça. Donc, je veux un dashboard où au début, il y a un petit espace pour les tâches. Ensuite, il y a un truc pour les quotes. Ensuite, il y a un espace où on priorise les tâches. Ensuite, il y a un truc où l'utilisateur soit capable de dire un peu ses pensées, que ça se transcrive et qu'il les modifie. Donc, voilà, il faut pouvoir savoir exactement ce que tu mets dans l'interface. Maintenant, derrière, en plus de ça, il faut savoir aussi c'est quoi ton parcours utilisateur. En tant qu'utilisateur, peut-être c'est toi-même, mais en tant qu'utilisateur de l'application, quand j'ouvre l'application, je veux faire ça, puis que le système me donne ça. En gros, raisonner aussi peut-être un peu en termes de input-output. Je veux faire ça et je veux que ça me réponde telle chose. Et. Une fois que ce travail-là, il est fait de clarifier l'UI et l'UX, en général, même à la base, franchement, pour être totalement honnête avec toi, je n'avais jamais su l'importance de ces deux paramètres. Je me disais, oui, c'est vraiment important. Quelque part, on a besoin de ça, mais je n'ai jamais compris pourquoi il y a des gens qui se dédient à faire ça tout le temps. Tu vois. Mais c'est très utile. C'est très utile parce que ça te permet de clarifier exactement le besoin. Et une fois que tu sais exactement ce que tu veux, c'est beaucoup plus simple.
Pourquoi je dis que c'est beaucoup plus simple? Parce que pour l'UI, pour le front-end, tu vas avoir des outils comme V0, .dev, comme Bolt. Je peux même peut-être présenter V0 en 2spi. Est-ce que j'ai mon compte sur celui-là? Voilà, V0, tu dis juste fais-moi un site pour comme Tinder. Je parle trop de Tinder, ils vont me tomber dessus. Choisir un compagnon de voyage. Oh. Chiant ça. Wow. Je vais le faire en 2spi. C'est fait, je crois. Ouais, parfait. Donc, on a des outils comme ça où ça va te pondre du code et ça va te sortir derrière un site qui fait ce que tu veux. Et maintenant, à toi derrière de le modifier, de tuner un peu pour voilà, ajuster selon ton besoin. Mais pour avoir un très bon résultat de ce site-là, il faut savoir exactement ce que tu veux. Après, tu peux l'utiliser pour une phase d'idéation en mode ouais, mais donne-moi des exemples de comment est-ce que je peux faire un site 2. Et du coup, ça va te donner des exemples, ça va nourrir ton imagination. Mais le but de cette phase, c'est vraiment d'affiner ton idée. Une fois que ton idée elle est précise, là, tu vas beaucoup plus vite. Parce que quand ton idée n'est pas précise, pour prendre des décisions après, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu ne sais pas dans quel but tu prends la décision. Tu tergiverses parfois. Donc, une fois que tu as l'UI, l'UX qui sont bons, qui sont prêts, pardon, V0, ça peut aider pour l'interface utilisateur. Après, tu as aussi d'autres outils qui permettent de coder plus rapidement, comme Cursor, par exemple. Et en fait, sur Cursor, c'est plus simple dans le sens où ça te permet de rédiger, enfin, de développer certaines parties de ton code très rapidement en prenant en compte le contexte de tout le code que tu as déjà écrit. Donc, du coup, si tu veux faire une fonctionnalité qui ne casse pas les autres fonctionnalités, tu dis ajouter une fonctionnalité, tu lui dis en contexte, prends tout le code que j'ai écrit, prends tout le code et rajoute la fonctionnalité que tu veux exactement à l'endroit où tu veux. Ça, c'est très intéressant. Ça. Très, très intéressant, c'est très, très fort. Juste, il faut savoir utiliser ça. Il faut être capable d'utiliser et déjà, en fait, de donner de bonnes instructions et après de débugger. Le fuck? Parfois, ça bug. Je pense que c'est à cause du navigateur aussi. Mais on va garder le fuck. C'est l'effet de tout. En fait, c'est rapide, tu vois. Je ne sais pas pourquoi ça tardait là, comme n'importe quoi. Mais ouais, tu as des outils comme ça, en fait, en gros, comme je disais, qui te permettent d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et il y a un truc aussi, c'est juste ici, par exemple, je ne sais pas si ça va se voir. Je vais essayer de zoomer. Bon, je n'ai pas réussi mon coup. Ici, par exemple, on a import Figma. Et le import Figma, là, ça, c'est encore une nouvelle fonctionnalité de V0, où en gros, Figma, c'est quelque chose qui te permet de faire des designs. Et donc, du coup, tu vas sur Figma, tu designs l'UI que tu veux, tu dessines. Et Figma aussi a une IA, donc avec l'IA de Figma, tu peux faire du design. Okay. Et une fois que tu as ton design d'UI, tu copies, tu importes depuis Figma, en fait. Tac, tac, et ça te crée le site en même temps. Et ça te crée le truc. Ça te sort le code, ça te crée ce que tu veux. Ça, c'est intéressant, ça. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Voilà. Quand tu as une erreur, ça arrive. Quand tu as une erreur, tu cliques dessus, il corrige l'erreur lui-même et puis il essaie de te proposer quelque chose. Donc, voilà un peu les outils que j'ai eu à utiliser pour aller un peu plus vite. Parce qu'à la base, je ne savais pas développer en TypeScript. J'ai dû apprendre pas mal de choses tout seul avec l'IA. En fait, l'IA te permet de gagner énormément de temps aujourd'hui au final, en termes d'apprentissage, en termes de production, en termes de productivité carrément. Disons, ouais, déjà en termes d'accès à l'information. Oui. Je dis accès à l'information, ça peut être pris de manière globale, mais c'est quelque chose qui peut être très, 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 très précis.
C'est-à-dire, je veux savoir pourquoi mon code bug. Il n'y a que ça que je veux savoir. Mais à la base, comment on fait ça? Genre sans IA, nous, on va essayer de mettre sur Google, de checker sur Google s'il y a déjà des gens qui ont eu le même problème et de voir comment ils l'ont résolu. Mais avant ça encore, ou bien pour les problèmes qui n'ont pas été résolus, comment ça se passe? On débug le code. On regarde, on essaye de comprendre. Si on ne comprend pas, on va lire la documentation. Ça fait qu'on s'enrichit plus, certes, mais ce n'est pas forcément efficient quand tu veux résoudre un problème précis. Maintenant, avec l'IA, tu poses un problème, ça te le résout, ça te dit comment le résoudre très rapidement. Et puis en termes de productivité aussi, tu peux prendre des centaines de lignes de code juste avec des clics quand tu sais prompter. Après, il faut savoir aussi prompter parce que c'est pas facile non plus. C'est ça. Ouais. Du coup, voilà un peu le truc que j'ai mis tout à l'heure là. Voilà, ça, il a fait un truc, Travel Buddy, tout simple, où tu peux mettre j'aime, j'aime pas, et tout ça, quoi. Maintenant, après, pour se dire, ah, si j'aime et que l'autre aime, il y a match, machin, machin, voilà, il y a plein d'autres choses à mettre en œuvre. Comme on a vu, mon prompt, c'était juste une ligne. Et du coup, ça m'a sorti ça. Plus le prompt est précis, plus ça fait des résultats, ça donne des résultats intéressants. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. À quel moment dans ton application, ce sera probablement peut-être ma dernière question, à moins que tu aies d'autres choses à nous partager, à quel moment dans l'application ton IA intervient? Est-ce que c'est juste que tu prends, je sais pas moi, un API que tu viens plugger quelque part sur certains points, je pense qu'on appelle les endpoints dans ton application, Ouais. ou est-ce que c'est vraiment un truc que tu dois retravailler de A à Z avant de l'inclure dans ton application, dans la logique, j'entends, ou comment est-ce que ça fonctionne? À quel moment l'intelligence artificielle en tant que technologie intervient dans ton application? Je peux montrer, Je parle hein. Ouais, je peux montrer un peu mon code. Je vais essayer de pas overkill. En gros, à quel moment ça intervient dans l'application, concrètement? Oui. Ça intervient à tous les moments où il y a validation de quelque chose. Validation du profil, il y a l'IA qui passe. Okay. Validation de l'objectif, il y a l'IA qui passe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les validations là, parce que derrière, il y a un process qui se déroule en arrière-plan, et c'est pour ça que ça prend un peu de temps, notamment pour la validation de l'objectif, enfin la décomposition en tâches. Et en gros, comment est-ce que c'est fait? C'est fait juste en faisant des requêtes à OpenAI. Et donc, du coup, pour faire ces requêtes à OpenAI, en fait, on va dire, je fais juste des prompts. Et moi, mes prompts, en fait, c'est justement un peu comme je disais. Là, c'est. Je vais donner l'exemple du. Voilà. Pour faire ce que j'expliquais un peu plus tôt pour tout ce qui est profil. Donc, j'ai un prompt où je vais lui dire, voilà, en fonction des réponses au questionnaire, créer un profil détaillé qui utilise les traits de personnalité, les patterns comportementaux, la motivation, potentiel, force et faiblesse, etc. Donc, du coup, je lui donne l'exemple du questionnaire. Après, je lui donne les instructions. Je lui dis, bah, donne une sorte de résumé de la personnalité en un paragraphe, et aussi donne des opportunités de croissance, des suggestions pour être plus efficace et motivé, et des recommandations pour le développement personnel de la personne. Et donc, du coup, derrière, je dis ça comme instruction, et après, je mets des exemples. Donc, en exemple, input, voilà ce qu'un utilisateur aurait répondu. Output, voilà ce que on aurait attendu comme réponse de ta part. Et donc, après, maintenant, on lui dit, bah voilà, voilà les réponses de certains utilisateurs, c'est mis dans cette variable-là. Et donc, du coup, une fois que l'utilisateur a répondu, on envoie ses réponses ici, dans cette chaîne de caractères-là. On compile le tout et puis on envoie au LLM, au Large Language Model, qui va lui. Ok, ouais. Très bien. Et donc, à chaque validation dans ton application à toi, tu as de l'intelligence artificielle qui intervient pour travailler les réponses. Ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est fait ici. En gros, j'ai une API, j'ai fait une API et il y a quoi? Il y a quelques routes. Et bon, la première, j'en ai pas parlé, c'est pas forcément la peine pour le moment. Profile definition, en gros, c'est une route qui va être appelée par le front-end. Donc, quand l'utilisateur va cliquer sur valider mon profil, par exemple, c'est là que ça va lancer cette route-là. Et c'est ici que ça va déterminer le bruit. Là, ça va faire le call à OpenAI et tout ça. Et tout le chemin. Pareil pour définir un objectif, qui, quoi, quand en smart, ça va utiliser cette route et pour définir le plan, ça va utiliser cette route-là. Donc, du coup, c'est un peu ce qui est fait. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Et c'est super intéressant tout ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager ou un conseil pour des gens qui nous regardent aujourd'hui et qui eux aussi aimeraient, enfin qui ont des idées probablement et qui aimeraient développer ce genre d'application? Est-ce que tu aurais un conseil à leur partager pour leur permettre, voilà, d'y arriver? Ça va faire un peu cliché. Je pense que ce que je peux dire, c'est il n'y a pas, il y a pas de raccourci. Il n'y a pas de, il y en a pas juste. Il y en a juste pas. Je dis ça parce que je suis quelqu'un qui a toujours cherché des raccourcis. Je ne dis pas que je n'ai pas travaillé, mais j'ai toujours cherché le chemin le plus efficient pour arriver à un résultat. Donc, j'ai toujours cherché des raccourcis. Il n'y aura pas. Il faut juste bosser, en fait, tu vois. Il faut juste bosser. Et je pense que l'une des meilleures manières d'apprendre, c'est de faire. L'action. Il n'y a que ça. Parce que avant, moi, encore une fois, j'ai 5 ans d'expérience. Donc, au début de mon expérience, j'étais très orienté formation, MOOC, certification. Après, ça m'a appris des choses. Ça m'a appris des choses. C'est pas comme si. Mais Tu apprends plus en faisant il n'y a, que rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. Tu sais, genre, il y a des trucs que quand je finissais les formations en question, chaque fois, je me sentais comme une fraude. Chaque fois, je me sentais comme une fraude. Parce que si tu me mets devant une page blanche et que tu me dis de créer ce que j'ai appris, je ne peux pas. Parce que les formations, on te fait un notebook. Tu as un notebook, tu as un truc, c'est un texte à trous si tu veux. Et tu remplis le texte à trous. Et si tu échoues, tu as des forums de discussion pour aller chercher. Et ton but, c'est juste de valider, ce n'est pas d'apprendre. C'est de valider la formation. Il faut qu'on se le dise. Genre, quand on va à l'école, le but, ce n'est pas forcément, c'est pas d'apprendre, c'est de passer en classe supérieure. Enfin, il faut être aligné avec l'objectif à chaque fois, tu vois. Alors que le but, quand tu es en train de construire, c'est de construire, non? À la fin, tu sais faire. Tu as fait. Si tu as fait, tu sais faire. Mais quand tu fais une formation où le but, c'est de valider, oui, tu as validé, tu sais valider, mais est-ce que tu sais faire? Non. Mais c'est très intéressant parce que cette discussion, exactement, mais vraiment exactement cette discussion, je l'avais hier soir avec Morgane, que tu connais très bien. On l'avait hier dans le cirque, et où Ouais. effectivement la question de l'école s'est posée, où je lui montrais qu'effectivement, en termes d'incentive, l'école, c'est pas bien designé au fait, parce que ton seul objectif, c'est d'avoir une bonne note et de passer en classe supérieure. Du coup, tu te retrouves avec beaucoup de personnes, ok, qui ont validé leur diplôme, qui passent en classe supérieure, mais qui n'ont pas appris, en fait, qui n'ont pas appris. C'est clair, on ne retient même plus grand-chose une fois qu'on a fini avec l'école. Et après, moi, je dirais par rapport à ça, tu vois, c'était peut-être pas le sujet, mais en gros, c'est juste que ça n'a pas évolué, si tu veux. C'est juste que ça n'a pas évolué avec son temps. Sinon, moi, j'ai lu un ouvrage qui me faisait comprendre que, ben, en gros, euh, quand tu regardes juste comment est-ce que les gens apprenaient les métiers, tu prends nos pays par exemple, comment les gens apprennent le métier. Pour apprendre le métier de menuiserie, tu vas pas à l'école, frère. Tu vas chez un menuisier, tu fais apprenti pendant des années, et là, tu comprends le business. Et plus, au début, on te donne des tâches de merde. Plus tu maîtrises, plus on te donne des tâches avec plus de responsabilités. À un moment, tu as un gars qui est le chef des apprentis, si tu veux, ou bien l'associé du boss ou l'adjoint du boss. Et lui, il est autorisé à interagir avec les clients. Il peut aller en toute autonomie. Et quand tu arrives à atteindre ce stade-là, tu peux. Mais tu ne peux pas parce que tu as appris, tu as eu un diplôme. C'est parce que tu côtoies déjà des clients que tu te rends compte que tu peux, tu vois. Et je pense que dans la vraie vie, c'est aussi comme ça. Je pense que, pareil, tu vois, dans la vraie vie, quand on commence en entreprise, je pense que c'est un passage
je juge, plus ou moins obligé pour comprendre. Parce que quand on quitte l'école, on n'a aucune idée de la vraie vie. Et ça, il n'y a personne qui pourra me dire le contraire parce que ça baffe. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir un petit cadre où tu sais qu'il y a plein de choses qui te sont, plein de choses qui sont abstraites pour toi. Tu vois, on a juste enlevé toutes les difficultés que tu pourrais rencontrer si tu étais seul et on t'a focalisé sur un truc. Tu le fais bien et petit à petit, tu commences à toucher à d'autres trucs. Tu commences à regarder pour comprendre comment ça se passe. Et là, maintenant, au fil du temps, tu commences à être capable de faire seul, tu vois. Donc, ouais, bon, moi, c'est le seul conseil que je pourrais donner, c'est faire, tu vois, faire, construire, que ce soit avec une IA, pas avec une IA. Je pense qu'au fil du temps, les questions que chacun se pose en fonction de l'objectif qu'il se donne sont entièrement, enfin, suffisantes pour le driver dans le chemin où il veut aller. Il n'y a pas plus. Juste, tu n'as pas besoin de mentor, en fait, même. Tu te lèves, tu fais ce que tu veux faire, tu regardes comment on fait sur Internet, tu choisis une route et tu y vas et tu vas te poser d'autres questions qui vont te faire changer de route. Et vu l'accessibilité qu'on a à l'information aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, au moment où, enfin, au temps de nos parents, voire plus, vu l'accessibilité qu'on a, tu auras forcément toujours une réponse à ta question. Peut-être pas complète et tout ça, mais tu pourras toujours avoir une réponse et continuer. Donc, il faut juste faire en fait. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Elbi, pour ce partage d'expérience. J'espère, les gars, que ça vous a plu aussi. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires. Il y aura forcément quelqu'un, Elbi ou moi, on vous répondra. Et on remontera les commentaires les plus pertinents pour partager un maximum de ressources, en fait. Et le lien pour l'application, vous le retrouvez en description. Merci, Elbi. Et Merci. on se dit à la prochaine. Yes. Merci encore et yes, à plus. À plus. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez en savoir plus sur des cas d'utilisation concrets de nouvelles technologies, j'ai déjà fait une vidéo sur comment est-ce qu'on pourrait avoir un Internet de très haute qualité, et ça, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, elle se retrouvera juste ici.